Bonjour, merci d'assister à cette vidéo sur le Tech Lab qui se nomme Human Risk Management. Donc l'idée de cette thématique, c'est qu'on va voir, on va parler un petit peu Security Awareness, on va voir comment allier protection et éducation. Et donc on aura un use case qu'on va expliquer et qui sera notamment illustré par, par une petite démonstration sur laquelle on fera appel à plusieurs outils, notamment les outils Mamcast et Netscope. Juste pour rappel, euh, les Tech Labs, ce sont des ateliers que nous animons dans le cadre des assises de la sécurité du salon. Et donc les assises confient à Newload, que je vais présenter juste après, la responsabilité d'animer ces démonstrations techniques autour de cas d'usage. Donc pour situer un petit peu, Newload, c'est un intégrateur cybersécurité qui fait aujourd'hui partie d'un groupe. Le groupe s'appelle Squad, qui aujourd'hui représente à peu près 850 collaborateurs et qui est composé de 3 entités, donc évidemment Nulot sur la partie intégration et la partie service manager, mais également une entité qui s'appelle SCASI, qui est plutôt un peu plus en amont, notamment sur la partie audit conseil, et qui a une très forte spécialité, on va dire, sur tout ce qui est OT, IoT embarqué. Et puis Squad, qui est la maison mère et voilà, qui fournit une force d'expertise en cybersécurité et DevSecOps, ce qui permet au niveau du groupe d'adresser 100% du spectre cyber. Voilà, concernant Newload intervient sur les différents piliers au niveau de l'intégration sur différents piliers, on va dire, de la sécurité, donc que vous voyez ici, l'identité, la partie sécurité du endpoint, sécurité du réseau, toute la partie SSE, la partie cloud security, et puis la data, et bien évidemment en transverse, tout l'outillage qui permet d'opérer et de gérer la sécurité au niveau SOC par exemple. Donc pour rentrer un petit peu dans notre thématique du Human Risk Management, déjà en quelques constats. Premier constat assez évident, hein, mais qui est toujours bien de le réillustrer, c'est que l'humain est le maillon le plus faible de la partie de la chaîne de cybersécurité. Aujourd'hui, on considère qu'à peu près, donc ça c'est les études qui montrent que 74% en fait, des brèches de cybersécurité impliquent à un moment donné un vecteur humain. Et autre statistique très intéressante, c'est qu'on sait que 8% des employés génèrent 80% des incidents de sécurité. Alors pourquoi? Évidemment, on pense tout de suite aux utilisateurs qui sont mal ou pas sensibilisés et qui n'ont pas forcément les bonnes habitudes. Ce n'est pas la seule raison. Il peut y avoir plusieurs autres raisons. Une autre raison, par exemple, peut être que vous avez certains utilisateurs qui sont particulièrement attaqués, donc particulièrement ciblés, notamment parce que, par exemple, voilà, ils vont avoir des droits spécifiques ou des habilitations spécifiques pour accéder à certaines données. Aujourd'hui, pour adresser en fait ces problématiques de gestion du risque humain, aujourd'hui, ce qu'on utilise souvent, c'est ce qu'on appelle les solutions de security awareness and training. Et aujourd'hui, les solutions de security awareness, ça ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, on forme. Ensuite, on fait des tests et des campagnes, souvent des campagnes de phishing d'ailleurs, pour valider en fait que les utilisateurs ont bien compris les formations et appliquent les bonnes pratiques. Et puis, on va recommencer. Et ça, on constate qu'au final, ça a une efficacité assez limitée, hein. Les études montrent que le gain en termes d'habitude utilisateur et le gain en termes de sécurité est en fait assez limité. Et pourquoi est-ce qu'elles sont limitées? Première raison, c'est que ces campagnes, et notamment les campagnes de formation, ne sont pas du tout personnalisées. Elles s'intéressent très peu à l'utilisateur. Autre point, on sollicite les utilisateurs, pas forcément à des moments clés. C'est soit trop souvent, soit trop peu, et souvent à des moments un peu au hasard. C'est rarement aligné en fait aussi avec les comportements des utilisateurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation directe entre le comportement de l'utilisateur et la formation qui peut lui être proposée. Et dernier point qui est aussi un point important, c'est qu'il n'y a pas d'intégration réelle avec le reste de l'écosystème cyber de l'entreprise pour par exemple orchestrer un certain nombre de réponses. Donc au final, ça réduit assez peu le risque en réalité. Et donc, voilà, aujourd'hui, on constate un espèce de changement de paradigme. On parle moins de sécurité awareness, on va plutôt vers ce qu'on appelle le human risk management. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on vient en fait ajouter à ces mécanismes? La première chose qu'on vient ajouter, c'est qu'on va avoir des mécanismes qui vont permettre de quantifier le risque humain. Donc, qu'est-ce que c'est que la quantification du risque humain? C'est si on prend une formule simpliste qui est la probabilité multipliée par l'impact, la probabilité au niveau du risque humain,
c'est les habitudes de l'utilisateur, est-ce qu'il va cliquer, est-ce qu'il va pas cliquer. Et l'impact, potentiellement, ça va être ses droits, ses habilitations, à quoi est-ce qu'il va avoir accès. Et ça va nous permettre de dégager en fait un risque qui va nous permettre justement d'associer une notation à un utilisateur. Et une fois qu'on va avoir ce risque, on va pouvoir adapter les formations. Donc, en fonction des événements, en fonction du risque, on va pouvoir cibler, pousser des formations à des utilisateurs qui n'ont pas les bonnes habitudes et probablement moins cibler les utilisateurs qui, pour le coup, ont des bonnes notes de risque, qui ont soit les bonnes habitudes, soit sont très peu ciblés, soit sont très peu sujets à ce type d'attaque. Également, toute la partie orchestration, automatisation, donc ça c'est un point qui vient avec la partie Human Risk Management. L'idée c'est de pouvoir s'intégrer au sein d'un écosystème cyber au niveau de l'entreprise et d'être en capacité de communiquer avec le reste des solutions, et on va le voir juste après dans l'exemple. Et puis le dernier point, c'est d'instaurer en fait une sécurité positive. Donc qu'est-ce que ça veut dire une sécurité positive? L'idée c'est de ne pas être dans le punitif, évidemment. Donc, en gros, de pousser, encore une fois, des formations ciblées aux utilisateurs qui présentent vraiment des risques, de ne pas forcément embêter l'utilisateur qui ne présente pas de risque, et plutôt d'être dans un mode de mise en valeur, en fait, des bonnes habitudes. Donc, pour résumer un petit peu, qu'est-ce que serait un système de Human Risk Management? L'idée, c'est que ça serait un outillage qui permet de prendre en entrée un certain nombre d'événements que vont être les actions des utilisateurs, les attaques qu'ils vont subir et potentiellement les privilèges qu'ils vont avoir, d'avoir cette plateforme qui va permettre de dégager un risque et à partir de ce risque, de prendre un certain nombre d'actions, c'est-à-dire des réponses ciblées, d'adapter les contrôles vers, là encore une fois, le reste de l'écosystème cyber. Alors dans notre exemple, on va travailler avec deux technologies. La première, c'est une technologie d'une société qui s'appelle Mimecast. Mimecast qui est connue essentiellement aujourd'hui pour le fait que c'est une société qui fournit des outils de sécurisation de toute la couche collaborative. Donc essentiellement la sécurité mail, mais la sécurité du reste des briques collaboratifs, Teams, Slack, ce genre de choses. Il y a un volet aussi de protection des données. Ils sont assez pointus en fait sur le sujet. C'est une société qui a un certain historique et qui est assez active en fait sur la protection de la messagerie. Notamment, ils ont participé au projet des marques et aujourd'hui ils vont de plus en plus vers le Human Risk Management et ils ont une plateforme dans ce sens. Autre point intéressant de Mimecast, c'est suffisamment rare pour le noter, c'est une société anglaise et donc ils ne relèvent pas du Cloud Act ou du Patriot Act américain, ce qui peut avoir son importance pour un certain nombre de sociétés en Europe. La plateforme de Mimecast qui permet de gérer le risk management, c'est un produit qui s'appelle Engage. Et donc voilà, l'idée c'est d'adapter en fait les réponses au comportement réel de chacun des employés. Le principe c'est que quand un utilisateur va effectuer une activité à risque, une action à risque, ça va être identifié et remonté sur la plateforme de Human Risk Management, qui va en fait derrière déclencher une réponse adaptée et prendre un certain nombre d'actions sur Mimecast évidemment, mais aussi avec une capacité aussi de prendre des actions sur d'autres types d'outils via évidemment des call API. Donc première action classique quand un utilisateur va faire une action à risque, on va lui envoyer une campagne, une information et éventuellement une campagne de sensibilisation à cet utilisateur dont l'objectif est évidemment de le pousser à changer de comportement. Si on observe en fait que le comportement ne change pas ou que les habitudes restent des mauvaises habitudes, on va pouvoir itérer et dans l'itération, on va pouvoir prendre des mesures complémentaires et notamment par exemple des mesures via API, via d'autres outils de sécurité qui vont être d'appliquer des politiques restreintes pour simplement limiter le risque. Dans notre cas d'usage, on va utiliser un deuxième outil, donc un deuxième outil qui est la brique SASI en fait de Netskope. Donc Netskope, c'est un des leaders du SASI aujourd'hui, avec sa plateforme cloud. L'idée du SASI, c'est un concept qui vient regrouper en fait un certain nombre de briques fonctionnelles, dont l'objectif est d'offrir un niveau de sécurité, des contrôles de sécurité qui soient homogènes, peu importe l'endroit d'où les utilisateurs le consomment, et d'offrir également une expérience utilisateur qui est homogène de consommation des applications et de la donnée,
que ce soit de la donnée publique, que ce soit de la donnée cloud privée, que ce soit de la donnée cloud publique interne d'entreprise, que ce soit des applications internes. D'accord. Donc pour ce faire, en fait, cette plateforme SASI va regrouper un certain nombre de briques fonctionnelles. Alors je ne vais pas toutes les détailler, mais voilà, au cœur, souvent, on va avoir le SWIG, c'est-à-dire la partie proxy cloud. Mais on va retrouver d'autres briques fonctionnelles comme le CASB pour la protection du cloud public, comme le DLP pour la protection de la donnée, comme le ZTNA pour l'accès en fait aux applications privées en mode zéro trust, et plusieurs autres briques qui vont nous intéresser en particulier, la brique UOBA, donc la notion d'analyse comportementale des utilisateurs, et la notion de risque, donc comment je vais associer potentiellement un risque à ces utilisateurs. Pour faire très simple, enfin très rapide, la plateforme Netscope, le principe c'est vraiment un entonnoir. L'idée c'est qu'on part de contrôles assez génériques, assez simples, pour aller vers des contrôles de plus en plus poussés. Donc par exemple, on va commencer nos contrôles sur des choses comme du filtrage web basé sur de la catégorie, de l'inspection SSL évidemment, de la reconnaissance applicative, et puis on va aller vers des choses de plus en plus poussées comme de l'analyse comportementale. Et l'idée là derrière, c'est vraiment de diminuer le risque au maximum. Ce que je vous propose, c'est de parler du use case de la démo et ensuite on passera à la démo effective. Alors, dans ma démonstration, en termes de présentation de mon use case, donc j'ai une première entreprise, donc je vous donne un peu le contexte, hein. J'ai une première entreprise qui s'appelle Entreprise Wine Enterprise, qui est représentée par sa directrice des affaires financières qui s'appelle eDividende. C'est une société qui est spécialisée dans les fusions-acquisitions. En tout cas, elle est spécialisée dans les fusions-acquisitions. Et aujourd'hui, la société Wayne Enterprise souhaite acquérir une société qui s'appelle New Load Superwear, hein, qui fabrique des costumes de super-héros, évidemment. Et donc, cette directrice d'affaires financières, eDividende, est en contact avec évidemment son homologue côté Nulode pour discuter un certain nombre de choses, récupérer des éléments financiers et discuter notamment toute la partie contractualisation, on va dire, de la partie M&A. La problématique dans cette affaire, c'est qu'évidemment, on a une société concurrente, Stark Industries, qui, elle, ne voit pas d'un très bon œil ce rapprochement et aimerait faire capoter en fait cette affaire. Donc, pour ce faire, elle va missionner en fait un hacker dont l'objectif va être de voler un certain nombre d'informations financières pour pour donner à Stark Industries, qui va ensuite pouvoir faire une contre-offre ou ce genre de choses. Et pour ce faire, évidemment, notre hacker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cibler le maillon le plus faible, et le maillon le plus faible ici va être identifié par l'adjoint au DAF de Nulode, qui s'appelle Jean-Michel à peu près. Alors pourquoi est-ce qu'on attaque évidemment le maillon le plus faible? Plusieurs raisons d'attaquer Jean-Michel à peu près. D'abord parce que il n'est pas forcément identifié comme une personne à risque immédiate. Pourquoi? Parce que c'est pas le DAF, c'est pas vraiment un VIP, hein. Par contre, c'est quelqu'un qui va avoir suffisamment d'autorisation et suffisamment de privilèges pour accéder aux données qui vont nous intéresser. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est moins surveillé, qui est peut-être moins protégé, mais qui va avoir pourtant les informations qu'on cherche à avoir. Et puis en plus, comme c'est quelqu'un qui aime cliquer, ça va nous arranger. En termes d'infrastructure sur notre lab, évidemment, donc cette entreprise Nulode, elle va être protégée par Netscope. Donc Netscope qui va être quelque part déployé sur l'ensemble des postes du SI et qui va permettre de filtrer l'accès aux applications de l'ensemble des utilisateurs. Donc voilà, que ce soit des applications publiques ou que ce soit des applications corporate, par exemple, comme Office 365. Et la société Nulode est également protégée par la plateforme Mimecast, qui va venir filtrer l'ensemble des informations de messagerie en entrée, donc via une plateforme de filtrage mail, et qui va être également utilisée pour réaliser la sensibilisation des utilisateurs au niveau de la partie cybersécurité. Évidemment, ces plateformes Mimecast et Netscope vont discuter ensemble et s'échanger des informations liées au comportement utilisateur pour adapter l'une et l'autre les réponses qu'elles peuvent apporter en temps réel. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la partie démonstration. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, sur cette démo, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre à la fois dans la peau de l'attaquant, à la fois dans la peau du DAF adjoint Jean-Michel à peu près, pour voir un petit peu les différentes réactions.
Donc ce que je vous propose, c'est déjà de commencer de se mettre à la place de l'attaquant. L'attaquant, il va généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des attaques progressives. Donc on va commencer par des choses assez simples et puis on va aller vers des choses un peu plus vicieuses ou complexes. Donc première attaque que va faire mon attaquant, c'est essayer simplement d'aller récupérer les identités en fait de Jean-Michel à peu près pour simplement pouvoir accéder à ces données. Donc l'attaque la plus simple, on va dire, c'est simplement une attaque de phishing. Donc on envoie en fait un email de phishing assez classique dans lequel on, voilà, on prend le format en fait d'une application interne de l'entreprise et on va simplement mettre un petit lien ici, voilà, pas forcément voilà, vers un site de phishing qui va nous permettre d'identifier éventuellement si l'utilisateur clique, bah, c'est Credential pour nous connecter derrière l'application des données. Donc je vais voilà, envoyer ce premier mail en fait à ma victime. Évidemment, vous doutez bien que mon entreprise étant protégée par Mimecast, un simple mail de phishing ne va pas passer, donc voilà, on va être bloqué. Donc si l'attaquant a bien fait son travail, hein, il a vérifié sur Internet au niveau du mécanisme DNS, il a identifié que bah, l'entreprise était protégée par Mimecast, il devrait savoir en fait que ce type d'attaque ne passera pas. Donc on va continuer et aller dans du progressif. Donc là, on va renvoyer en fait un autre mail de phishing, mais en étant un peu plus vicieux et en passant par un lien sur QR code. L'avantage du lien sur QR code, c'est premièrement, bah, il y a assez peu aujourd'hui de plateformes qui sont en capacité, de plateformes de filtrage, qui sont en capacité en fait d'analyser les QR codes injectés dans les emails. Donc on peut de manière beaucoup plus simple en fait faire transiter des mails, enfin des URL malicieuses à travers les plateformes de filtrage mail. Donc c'est une des raisons. La deuxième raison aussi, c'est que souvent, bah, comme c'est du mail corporate, l'utilisateur va recevoir ça sur son laptop et pour aller vers l'URL qui est derrière le QR code, va simplement utiliser son téléphone. Et il y a beaucoup de téléphones aujourd'hui d'entreprises, voire pas d'entreprises justement, qui sont pas protégés parce que ça peut être du téléphone personnel. Donc c'est une autre manière aussi de voilà, d'essayer d'attaquer l'utilisateur. Alors là, évidemment, on est protégé par Memcached et Memcached c'est une des rares solutions qui est en capacité d'analyser les URL qui se trouvent derrière les QR codes. Donc ça, en l'occurrence, ça ne devrait pas passer non plus. Donc troisième type d'attaque que mon attaquant va lancer, va faire quelque chose de beaucoup plus vicieux. On va être sur une attaque très ciblée, dans un email dans lequel on va absolument pas mettre de lien ou de charge directe. Et pour ce faire, bah, je vais faire de l'impersonnation, c'est-à-dire que là, vous ne l'avez pas vu, je vous en ai pas parlé, mais si vous regardez en fait dans l'URL ici, je me fais passer pour le boss, donc celui qui est en congé, en l'occurrence le DAF de Newload, et j'envoie un email en fait à mon adjoint en lui expliquant que je suis en congé, que j'ai pas accès à mes mails corporate, mais que pour l'opération de fusion-acquisition en cours, j'ai absolument besoin de pouvoir partager avec mon homologue côté When Enterprise le dernier document de relecture du contrat et que j'ai absolument besoin qu'on me l'envoie. Donc là, ça pourrait être quelque chose de tout à fait vraisemblable, de manière très très ciblée, et évidemment ma victime pourrait répondre et m'envoyer le document. Donc c'est un petit peu l'objectif. Et donc on va aller voir côté plateforme Mimecast, ce qui s'est passé au niveau de ma réponse. Donc là, je suis sur la plateforme Mimecast, je vais pouvoir aller visualiser ce qui s'est passé. Hop, donc là je vais aller filtrer pour retrouver les traces. Alors c'est pas le bon évidemment. Hop, c'est plutôt ici. Clac. Voilà, donc là je vais voir les traces en fait des différents mails que j'ai envoyés et voir un petit peu comment ils ont été filtrés par la plateforme. Donc si je reprends le premier mail avec le lien de phishing, donc là pas de voilà, pas de mystère, le lien a été identifié, on a identifié que c'était un mail de phishing, donc j'ai été simplement bloqué par la plateforme. Donc là elle a été mis en quarantaine en l'occurrence, retenu. Deuxième email, donc le QR code. Donc là, de la même manière, j'ai identifié le QR code. Donc j'ai analysé, la plateforme a analysé le QR code, identifié l'URL malveillante à l'intérieur du QR code et a là également bloqué la menace. Et le troisième email, donc le troisième email, celui qui était un email d'impersonnation. Donc on voit que là j'ai le moteur d'impersonnation qui a été déclenché et qui a identifié en fait que l'email était une menace également, alors de manière moins certaine,
puisque les emails d'impersonnation c'est toujours un peu plus compliqué, mais je déclenche un certain nombre de règles en fait, hein. J'ai matché un certain nombre de critères au niveau du mail qui me permettent d'affirmer avec une probabilité assez haute que le mail est probablement une menace. Et ensuite j'ai la possibilité, alors là je l'ai simplement bloqué, mais j'ai la possibilité en fait de le positionner dans une quarantaine pour l'utilisateur, de le délivrer à l'utilisateur en mettant une bannière complémentaire en expliquant que le mail est suspicieux, etc. Ici, les critères qui m'ont permis de détecter que c'était un email d'impersonnation. Un des premiers critères, c'est que l'adresse mail de provenance est une adresse qui vient d'un nom d'utilisateur qui est aussi un nom d'utilisateur que j'ai en interne. Donc c'est possiblement une tentative d'impersonnation. Alors ce critère-là, évidemment, ne suffit pas à justifier, puisque voilà, ça aurait pu réellement être un collègue en vacances qui envoie un email, en l'occurrence. Mais il y a d'autres critères qui permettent de venir ajouter en fait de la suspicion, par exemple un certain nombre de mots de dictionnaire un peu spécifiques, urgent, confidentiel, ce genre de choses. Et il peut y avoir évidemment d'autres critères. Là, on s'est limité à 2 pour notre exemple, mais généralement, on va un peu plus loin que ça, parce que pour avoir plus de certitude sur la menace. Donc là, mon attaque, elle n'est pas passée du tout. J'ai même pas pu accéder en fait à l'utilisateur pour tenter de lui soutirer des informations. Donc je vais passer par un autre moyen, et un moyen un peu plus vicieux. Je vais passer par les réseaux sociaux. Et pour ce faire, je crée un faux compte sur LinkedIn, ce qui est globalement assez simple à faire. Je me fais passer pas pour la DAF de Wen Enterprise, et je vais me connecter à mon DAF adjoint, donc de manière très simple, hein. Je fais simplement une demande de connexion. Euh, Aujourd'hui, la plupart des gens acceptent les demandes de connexion sans trop se poser de questions. Et une fois que je suis connecté, je vais pouvoir simplement envoyer un message ou plusieurs messages à travers la messagerie de LinkedIn. Et donc là, j'envoie un petit message au DAF adjoint une fois que je me suis connecté à lui, et je lui dis, voilà, bonjour monsieur, je suis en contact avec votre collègue DAF pour la partie M&A. Par contre, il est en congé, j'arrive pas à vous joindre, je vous envoie des emails, mais j'ai des erreurs. Regardez, je vous envoie les erreurs, donc il y a vraiment un problème. Donc ça, l'idée, c'est de venir rajouter un peu d'éléments qui permettent de rendre le discours tout à fait crédible. Par contre, la problématique, c'est que j'ai absolument besoin de ce document, il faut faire quelque chose. Est-ce que vous pourriez pas, par exemple, me l'envoyer? Voici un lien, envoyez-moi ce document, c'est très important. D'accord. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans la peau de Jean-Michel à peu près. Voilà, donc là, je suis sur une machine virtuelle qui représente en fait sa machine de travail. Et la première chose que je fais en arrivant le matin, c'est me connecter à LinkedIn, par exemple. Et là, première chose qui se passe, c'est que j'ai un petit message. Donc ça, c'est Netscope qui me dit, voilà, donc il me dit attention, attention aux réseaux sociaux. Il peut se passer des choses, on peut faire de l'impersonnation, l'identité des personnes n'est jamais sûre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez plus d'informations, cliquez ici, ce qui me permet de renvoyer l'utilisateur, s'il le souhaite, vers une campagne de sensibilisation qui explique justement le potentiel de l'impersonnation sur Internet. Mais bon, ensuite, je lui laisse le choix, évidemment, d'accéder ou pas aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les messages de coaching. Évidemment, là, c'est pour l'exemple, hein, on ne va pas mettre ce message de coaching systématiquement sur les réseaux sociaux, mais l'idée, c'est de montrer la capacité à faire et la capacité de l'outillage qui nous permettrait voilà, de donner un certain nombre d'éléments aux utilisateurs au moment voilà, de leur navigation sur Internet. Et donc, une fois que je me suis connecté, je constate que voilà, cette personne est rentrée en contact avec moi, et j'ai donc son message avec son explication qui m'explique qu'il a besoin du document et qui m'envoie ce fameux lien en me disant est-ce que c'est possible d'uploader les documents sur ce lien. Évidemment, moi je suis de très bonne volonté, donc ce qui va m'intéresser, c'est simplement alors d'abord, ce que je n'ai pas montré, c'est qu'effectivement ici, sur mon réseau, voilà, si je passe mes messages de coaching, j'ai bien le lien avec voilà, cette utilisatrice qui a été activée. Et donc si ici je clique sur ce lien pour partager les documents, donc LinkedIn me renvoie évidemment en me disant que c'est un lien qui part vers l'extérieur. Et là je vais me retrouver sur un site de phishing, en l'occurrence qui a été poussé par l'attaquant, dont l'objectif là encore va être de récupérer les identités de l'utilisateur. Et là, on voit qu'en fait, vous l'avez vu, hein, on a vu le petit logo Netscope qui a chargé. En fait, on a une autre protection Netscope qui s'est activée, ce qu'on appelle le RBI, donc le Remote Browser Isolation, dont l'objectif est d'isoler en fait le navigateur de l'utilisateur du surf réel. Donc en gros,
si vous voulez, le navigateur est exécuté dans le cloud et je renvoie au navigateur sur le poste une image de ce qui est exécuté. Et en l'occurrence, je peux pousser un certain nombre de contrôles. Donc, pourquoi est-ce que ça a été activé? Simplement parce que quand on regarde ici l'URL qui a été activée, on constate que l'URL est une URL assez obscure. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un newly generated domain. C'est un domaine qui a été généré à la volée pour potentiellement, ou un site qui a été généré à la volée pour potentiellement abriter de la menace. Et donc, ce qui nous permet d'activer ici le RBI. Et dans ce RBI, j'ai en plus poussé des règles de sécurité qui font que voilà, j'essaye de taper et je suis en mode read-only. Donc, impossible pour l'utilisateur de divulguer de l'information en passant par là. Donc ça fonctionne pas. Donc mon utilisateur, simplement, ce qu'il va répondre par LinkedIn, il va répondre en disant bah, j'y arrive pas. C'est la cyber chez nous, c'est compliqué, vous savez. Voilà, l'IT, c'est des empêcheurs de tourner en rond. Est-ce que vous auriez un autre moyen de transférer? Très bien, moi, mon attaquant, je ne me dégonfle pas. Ce que je fais, c'est que je vais passer par un média beaucoup plus simple et auquel cas, je vais abandonner l'idée d'essayer de voler les identifiants à mon utilisateur et je vais simplement lui demander de m'uploader directement le document qui va m'intéresser. Et donc pour ce faire, je vais lui partager un lien sur un SharePoint. Donc là, SharePoint, je suis plutôt serein. Je me dis que normalement, euh, l'utilisateur devrait pouvoir uploader sur un SharePoint. En tout cas, il n'y aura pas de filtre de cybersécurité, de sécurité pour accéder à du SharePoint de l'Office 365 classique. Donc là, de la même manière, je vais exécuter mon lien. Je vais être redirigé hop, sur l'extérieur. Et donc, je vais accéder à un SharePoint tout à fait classique. Et donc là, l'objectif va être d'uploader ma donnée. Donc je vais essayer d'uploader mon fichier. Hop. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai été bloqué. Donc là aussi, Netscope a identifié en fait que j'utilise un SharePoint qui n'est pas un SharePoint de la société. Donc c'est ce qu'on appelle l'instance awareness. Donc j'identifie, je ne veux pas bloquer SharePoint, mais je fais une distinction entre le SharePoint corporate, donc vers lequel je renvoie d'ailleurs en disant si tu veux partager la donnée, va vers le SharePoint corporate. Et un SharePoint qui est non corporate. Et un SharePoint non corporate, je ne bloque pas l'accès, je laisse l'accès. Je pourrais même autoriser l'accès au téléchargement des données, ce qui est le cas là dans notre exemple. Hein, je pourrais accéder à ces fichiers-là. Par contre, j'interdis l'upload, donc la fuite de données, l'envoi de données en fait sur ce SharePoint. Donc bah voilà, mon utilisateur est encore bloqué. Donc ce qui va simplement répondre, c'est que toujours pas, encore bloqué évidemment. Et donc là, bah, en désespoir de cause, ce que je vais proposer moi attaquant à mon utilisateur, c'est d'envoyer en fait les fichiers par WeTransfer. Donc bah voilà, Jean-Michel à peu près voilà, va pas se dégonfler. Lui, il va essayer d'accéder à WeTransfer pour uploader le fichier, ce fichier confidentiel à l'utilisatrice. Et donc là, je vais simplement remplir mon formulaire avec mon fichier envoyé. Au niveau des adresses mail, je vais mettre mon adresse mail, hop, et je vais simplement tenter d'envoyer ce fichier au niveau de WeTransfer pour pouvoir transmettre le lien. Donc là, j'ai un petit code de vérification, je vais attendre mon email qui va arriver, qui prend un peu de temps. Ah ben voilà, hop là. Et donc mon fichier s'upload. Et là, on voit que en réalité, mon fichier n'a pas été uploadé. J'ai un message de blocage qui indique que le transfert en fait a été bloqué. Là aussi, il a été bloqué par la plateforme Netscope pour la simple et bonne raison que le fichier que j'ai tenté de transférer est un fichier qui contient des données confidentielles, donc qui a été analysé par le moteur de DLP. Et ce moteur de DLP, en fait, a identifié des données confidentielles, simplement, dans ce document et m'a empêché de les transférer. Donc, hop. Donc là, j'ai tout simplement pas réussi à uploader mon fichier. On peut aller voir d'ailleurs sur ma plateforme Netscope, ici, que j'ai identifié mes incidents. On voit que ma note de réputation, au fur et à mesure d'avoir voilà, fait un certain nombre d'actions qui ont été identifiées comme étant des mauvaises actions, en fait, ma note en fait, a particulièrement baissé. Et notamment, on le voit ici, par exemple, au niveau de l'adresse, de la violation de la politique DLP. On va identifier le log qui a déclenché cette alarme et qui a fait baisser ma note de réputation. Et on
voit que j'ai déclenché le moteur DLP sur ici voilà, de la donnée qui était confidentielle. Donc si je reviens sur mon post utilisateur, encore une fois, j'ai pas réussi à uploader ma donnée, mais mon score et mon score de réputation s'est fortement dégradé. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un certain nombre de politiques qui sont mises en place par rapport à la dégradation de ce score. Et en l'occurrence, maintenant, si j'essaye d'accéder à un certain nombre d'autres sites, par exemple un Gmail perso ou autre, mon accès va être restreint. Pourquoi mon accès est restreint? Puisque j'ai eu de mauvaises actions en termes de sécurité, ça a été identifié, et donc ma note, à force de s'être dégradée, je suis tombé dans une autre politique de sécurité qui a dégradé en fait mes accès, on a poussé des politiques de sécurité plus contraignantes en m'expliquant ici que comme j'ai pas les bonnes habitudes, je suis tombé dans des politiques restreintes et que si je souhaite en fait récupérer mes accès voilà, qui me permettent d'accéder à des sites peut-être non corp, ben, il va falloir que je passe ces campagnes de sensibilisation. Donc l'idée, c'était vraiment là de montrer que de manière ciblée, en fonction du comportement d'utilisateur, on va pouvoir avoir des réponses appropriées et customisées. Et donc là, c'est typiquement l'exemple qu'on vient de montrer. Donc voilà, j'espère que cette démo vous a plu. Évidemment, si vous souhaitez en discuter ou si vous souhaitez de discuter d'autres cas d'usage qui tournent autour du Human Risk Management, nous serons ravis d'en discuter. Nous sommes à votre disposition. Merci.